Bonjour, voilà une aide pour l'exercice 5, étude d'un montage RL. La première question vous demande d'établir la loi des mailles de ce circuit. Donc la loi des mailles de ce circuit, voilà la maille que vous allez effectuer. Vous allez rencontrer en premier E, 20 volts, UL égale LDI sur DT, et UR égale RI. Le tout égale à 0. Donc voilà à quoi doit ressembler votre première loi des mailles. J'ai remplacé UR par RI et UL par LDI sur DT. Dans cette loi des mailles, on voit que apparaît une équation différentielle avec pour variable I de t. Donc, pour bien mettre en forme cette équation, je vais isoler les termes en I d'un côté et de l'autre côté, je vais mettre tous les termes qui sont constants. Donc ici, le terme constant, c'est E. Donc au bilan, j'obtiens une équation qui a cette forme-là. Si je regarde la forme de l'équation, elle n'est pas tout à fait celle qui est donnée pour forme canonique dans le formulaire. Donc déjà, première différence, on ne parle pas de I de t, mais de U de t dans le formulaire. Donc il suffit de remplacer U par I dans le formulaire. Je m'aperçois que je vais avoir devant I de t, je vais avoir le terme 1. Or, j'ai le terme R. Facile à résoudre, il suffit donc de diviser par R. Si je divise par R, j'obtiens donc cette forme d'équation qui est parfaitement compatible avec le formulaire. Donc le U infini, c'est le I infini, c'est-à-dire le I en régime permanent. D'après cette équation, le I en régime permanent vaut E sur R. Avec ça, je vais pouvoir calculer le I en régime permanent. Donc E sur R, ça me fait 20 sur 10. Je pouvais le prévoir que ça allait être 2 ampères grâce à ce schéma. Je me rends compte que ici, je suis dans le régime transitoire. Et arrivé là, j'arrive dans le régime permanent si je continue. Et je vois que mon courant tend bien vers 2 ampères. La constante de temps, si vous regardez, c'est le terme qui se trouve devant DI sur DT. Hein, c'est taux. Donc taux, c'est tout simplement cette expression-là. À la question 5, on va avoir besoin du cours et de revoir ce que c'est que le temps de montée. Donc le temps de montée, pour mémoire, c'est le temps qu'il faut pour passer de 10% à 90% de l'échelon. Ici, c'est un échelon de 2 ampères. 10% de 2 ampères, ça me fait 0,2 ampères. Donc approximativement ici, ce 0,2 ampères correspond à T à 10%. Après, je cherche le T 90%, tout simplement avec 90% de 2 ampères, 1,8 ampères. À 1,8 ampères, je vais regarder approximativement quelle est la valeur de T. T90. Je vais faire la différence entre T90 et T10. Ça va me donner Tm, le temps de montée. Ce temps de montée, si je le divise par 2,2, j'obtiens taux. Parce que je vous rappelle votre cours, Tm, temps de montée, égale taux ln de 9, soit taux fois 2,2. Donc grâce à Tm, j'en déduis taux. Donc deuxième façon de faire, la question 6, on vous demande de trouver une autre méthode graphique de votre choix. Donc on en a vu 3 autres dans le cours. Donc les autres manières graphiques, c'est de chercher le temps à 63% de l'échelon. Donc vous faites 63% de 2, 1,26 ampères, 1,26 ampères, vous trouvez le taux qui va bien. Donc ça, c'est la première façon de trouver taux. Deuxième façon, c'est de dire je vais prendre 95% de 2 ampères, donc 1,9 ampères. À 1,9 ampères, je vais regarder quelle est la valeur de taux. Enfin, pas de taux, de la durée du temps de réponse à 95%. Je vais trouver un T 95%.
ce T95%, je le divise par 3 et j'obtiens taux. Enfin, dernière méthode, je trace la tangente à l'origine et je regarde à quel endroit je coupe l'asymptote à 2 ampères et cet instant-là correspond à taux. Normalement, les trois méthodes doivent vous donner quasiment un résultat identique. Donc je vous demande d'en tracer au moins une supplémentaire graphiquement, bien faire apparaître des traits de construction. Une fois que j'ai trouvé taux, grâce à la relation qu'on a établie à la question 3, je vous demande d'en déduire L. Donc comme j'ai taux qui est ici correspond à cette expression-là, je connais taux, je connais R, j'en déduis L. Question 8. On vous demande maintenant d'écrire l'équation sous forme, enfin l'équation I de t, grâce au formulaire qui est donné ici. On va prendre cette formule-là. Cette formule-là me donne la solution. Donc la solution est du type I de t égale A exponentielle moins t sur taux plus I infini. I infini, on a déjà identifié. Maintenant, il reste à déterminer A, puisque taux, on connaît. Donc l'inconnu de A va être résolu grâce aux conditions initiales. À t égale 0, je vois d'après le graphe que mon I vaut 0. Donc si dans cette équation je remplace I de 0 par 0, je vais avoir 0 égale A exponentielle moins 0 plus I infini. Donc autrement dit, A plus 2 égale 0. J'en déduis la valeur de A. Et je peux répondre complètement à la question 8. À la limite, je peux même reprendre cette équation et la rentrer dans ma calculatrice pour tracer cette courbe. Donc normalement, si vous rentrez votre équation dans votre calculatrice, vous devez voir la courbe rouge entre 0 et 5 millisecondes. Question 9. Donc une question dont j'ai assez peu parlé. L'énergie stockée par une bobine vaut 1/2 de Li carré. Comme je veux l'énergie en régime permanent, je remplace I par sa valeur en régime permanent. Je remplace L par la valeur calculée à la question 7. J'en déduis l'énergie stockée par la bobine en joules. Enfin, dernière question. Que vaut la valeur de UL0 immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K? Là, je reviens à la structure de la formule établie dans les premières questions par la loi des mailles, avec une différence, c'est que je vais remplacer I par sa valeur à t égale 0, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur, mon courant vaut 0 ampère, car I ne peut pas varier brusquement aux bornes d'une bobine. Par conséquent, j'obtiens ça d'après la loi des mailles et j'en déduis la valeur de UL 0+, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc voilà pour ce premier exercice. Suit un deuxième exercice qui reprend un TP qu'on a effectué. Mis à part que nous, on avait fait le trigger à l'aide d'un ampli-op. Ici, la seule différence, c'est que le trigger est remplacé par une porte logique CMOS à entrée trigger. Les seuils sont déjà fixés. Le seuil haut est à 2,9 volts. Le seuil bas est à 2,2 volts. Donc si je regarde le diagramme ici, vous reconnaissez le cycle d'hystérésis. Il faut imaginer que là, l'état bas est à 0 volts, l'état haut à 5 volts, et que le premier seuil apparaît à 2,2 et le deuxième seuil à 2,9 volts. On aperçoit ici que c'est un trigger non inverseur, mais la sortie logique est inversée. Donc, forcément, le bilan, l'ensemble fait un trigger inverseur. Si je fais le raisonnement suivant, pour commencer, je pars du principe que à t égale 0, mon condensateur est déchargé à 0 volts. Donc 0 volts est inférieur à 2,2, donc la sortie ici est à l'état bas, mais comme là l'entrée, enfin la sortie est inversée, j'obtiens pour US 5 volts. 5 volts fait que mon condensateur se charge. Il se charge en partant de 0
Et si je le laisse faire, il va se charger jusqu'à 5 volts. En réalité, quand je suis dans cet état-là, le seuil actif est le seuil haut, 2,9 volts. Donc une fois que le condensateur arrive à 2,9 volts, la bascule change d'état, passe ici à l'état haut. Après l'entrée inverseuse, on passe à l'état bas, donc 0 volts. Ici, j'ai 0 volts et ici, j'ai 2,9 volts pour mon condensateur. Donc maintenant, c'est le condensateur qui se décharge partant de 2,9 volts vers 0 volts. Et là, même chose que tout à l'heure, il n'arrive pas à 0 volts puisqu'une fois qu'il atteint 2,2 volts, eh bien, le condensateur, la bascule va rebasculer et revenir à l'état bas ici, c'est-à-dire l'état haut ici, et le condensateur arrête de se décharger puisque US passe à 5 volts alors que UC vaut 2,2 volts. Donc maintenant, le condensateur va se charger en partant de 2,2 volts pour aller vers 5 volts, mais il va rebasculer à 2,9 volts. Donc vous l'avez compris, l'allure de UC au départ sera je pars de 0, je tends vers 5 volts, à 2,9 je bascule, je me décharge vers 0 volts, mais à 2,2 je rebascule, je me charge vers 5 volts, mais à 2,9 je rebascule, etc. À partir de ce raisonnement-là, vous allez tracer l'allure de US, comme je vous ai dit. Et l'allure de U, si je regarde, U, c'est l'inverse de US, puisque je repasse par une bascule inverseuse. Donc quand US vaut 5 volts, U vaut 0. Et quand US vaut 0 volts, U vaut 5 volts. Avec ça, vous pouvez tracer les diagrammes. La question B vous permet de calculer taux facilement, puisque vous avez RC. Donc par définition, vous connaissez la formule taux égale RC. Et d'après les chronogrammes, on pourrait mesurer la constante, la période. Mais c'est très difficile de le faire à l'échelle. Donc on va estimer la période. Plutôt que de l'estimer, on va calculer la période à l'aide de la formule qui va bien. Donc à l'aide de cette formule. Donc ici, il suffit d'appliquer cette formule. Je vous rappelle qu'on va laisser tomber la première charge, mais que la charge s'effectue une fois la première charge passée entre 2,2 et 2,9 volts. Donc ici, quand je vais prendre cette formule-là, qu'on a déjà utilisée plusieurs fois ensemble, pour trouver T1, le temps de charge du condensateur, je sais que je me charge vers 5 volts, U infini 5 volts, moins U départ qui vaut 2,2 volts, divisé par U infini 5 volts, moins U du basculement à 2,9. Donc ici, 5 moins 2,2 divisé par 5 moins 2,9. Ça vous permet de trouver T1, le temps de charge. Après, vous appliquez la même formule pour la décharge. La décharge, je vous rappelle, U infini tend vers 0 volts. Mon point de départ, je pars de 2,9 volts et je bascule à 2,2 volts. Avec ça, je calcule T1, T2 et une fois que j'ai la charge et la décharge, je fais T1 plus T2 pour trouver T. Voilà, je pense que vous avez suffisamment d'aide pour réussir cet exercice. Je vous remercie. Au revoir.